Oui, bon, on enregistre la présentation comme on le fait en tout ça. Merci d'être là. Juste référence à la musique Hit the Road. Hit the Road de Ray Charles. Hit the Road, pourquoi? Pourquoi un courtier immobilier devrait hit the road, prendre la route? C'est pour revenir avec quoi? Avec l'inventaire comme tel. C'est subtil comme message de la part de votre équipe de direction, mais on pensait que c'était tout à fait approprié pour ça. Il fait très beau, c'est le printemps. Il y en a d'entre vous qui sont déjà sur la route, pas maintenant, là, mais ils vont commencer à 10h15, 10h30, 10h, 11h. Mais c'est Hit the Road de Ray Charles, gardez ça en mémoire. Bienvenue à nos nouveaux courtiers. Il y en a pour qui c'est la première fois qui sont présents. On leur souhaite la bienvenue. Notre conférencier est en route. Est-ce qu'il est arrivé comme tel? Il n'est pas là encore. Il vient de m'appeler puis il m'a dit qu'il se branchait là, immédiatement, très bientôt. Avant de le présenter, quand Charles va être là, avant de le présenter, je vais juste passer à travers d'autres sujets qui sont pertinents qu'on a notés à l'équipe de direction. Professionnalisme, recommandations, prudence. On ne le souhaite pas, personne ne le veut, mais il semble y avoir une recrudescence, sixième vague de COVID comme telle. Notre recommandation chez Humania, c'est d'être plus professionnel que moins professionnel. Ça veut dire quoi? Invitez vos clients à porter le masque, portez votre masque quand vous êtes en contact avec des clients. Prenez pas de chance. J'aime mieux, le courtier Humania, c'est un courtier professionnel, c'est un courtier qui ne prend pas de chance. Et vous avez des clients qui sont soucieux de ça, qui vont apprécier ça, puis il y en a d'autres qui vont être plus préoccupés par d'autres choses que ça. Donc, professionnalisme à l'avenue de la sixième vague. Là, j'avais deux citations, célèbres citations qui, selon nous, à l'équipe de direction, vont vous permettre de vous démarquer. Quand vous rencontrez un client, incorporez ça dans votre présentation. Ce sont deux extraordinaires phrases qui, selon nous, vont faire la distinction entre un courtier Humania, vous, et la compétition. Je vous les cite tous les deux. Vous allez pouvoir les entendre, puis Cynthia va pouvoir vous les envoyer même comme tel. La première, c'est qu'on dit chez Humania, virgule, le service au client n'est pas un département, mais plutôt un comportement. Je répète, chez Humania, le service au client n'est pas un département, mais plutôt un comportement. J'ai vu que Charles est arrivé. La deuxième phrase, avant que je cède la parole à Charles, deuxième phrase qui, selon nous, va vous aider à vous démarquer. Le courtier Humania ne se démarque pas que par ses performances, virgule. Le courtier Humania se démarque surtout par la qualité. Le courtier Humania ne se démarque pas que par ses performances. Le courtier Humania se démarque surtout par la qualité de son service. Deux phrases que vous devriez incorporer dans vos présentations qui vont vous permettre de vous démarquer par rapport aux autres. Charles est là. Je le présente rapidement, puis on va lui céder la parole. Charles Boyer, du groupe Boyer. Charles cumule beaucoup d'expérience. C'est une entreprise familiale, il a pris la relève et expert conseil. Cette firme-là, j'ai travaillé avec depuis longtemps. Ils étaient des témoins experts en cours. Vous ne pouvez pas trouver des personnes qui sont mieux placées pour vous parler d'alimentation en eau potable et tout ça. Le titre est approprié, hein? Sans eau potable, pas de transaction. Charles va vous en parler comme tel. Écoutez bien, Charles. Charles, dernière phrase là, avant que je fasse de la parole. Je la trouvais intéressante. Il me semble que je devrais vous la citer. Pour éviter que vous ou vos clients se retrouvent dans l'eau chaude, écoutez la présentation de Charles. Est-ce que Charles est là? Je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Super. Donc, je me présente, Charles Boyer de Boyer et Fils, les puits artésiens, pompes et traitements d'eau. François m'a approché aujourd'hui pour qu'on puisse discuter ensemble, je pense, des problèmes relatifs à l'eau potable dans une habitation, dont la quantité d'eau, la qualité d'eau,
des fois, les types d'installations qu'on peut avoir, puits de surface, puits artésien, avec traitement d'eau, sans traitement d'eau. On a aussi la réglementation maintenant qui est un enjeu assez important. Donc, on pourrait commencer avec la qualité d'eau. Je ne sais pas si c'est une bonne manière de commencer pour toi, François. Tout à fait. Super, donc tout le monde m'entend bien. OK. L'importance, surtout, là, c'est de faire affaire avec ce qu'on appelle un laboratoire accrédité. OK? Ce n'est pas tous les laboratoires qui sont accrédités. Le laboratoire accrédité de la région, tout le monde le connaît, je pense, c'est H2 Lab, qui est à Saint-Agathe. Sinon, il y a des dépôts de services souvent qui sont prêts, comme nous, on est un dépôt de service. Je ne suis pas un laboratoire, mais on peut venir porter les bouteilles à notre dépôt qui s'en vont au laboratoire accrédité. Une analyse qui est faite en laboratoire accrédité va avoir beaucoup plus de paramètres, premièrement, de faits, souvent. Et les paramètres qui vont être faits vont être étudiés beaucoup plus avec des machines, souvent qui sont beaucoup plus performantes. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Moi, l'écran vient de couper. Oh. Allô, allô? Oui, oui, tout est beau, continue. OK, super. Moi, l'écran a coupé. Donc, c'est ça. Donc, pour nous qui fait beaucoup de traitement d'eau, lorsqu'on reçoit une analyse d'eau qui n'est pas faite en laboratoire accrédité, souvent, on va manquer de paramètres. Donc, on va manquer d'informations pour être capable d'établir vraiment c'est quoi le problème dans l'eau. Donc, on travaille un peu à l'aveuglette, ce qui n'est pas vraiment idéal. Et on sait que la précision des paramètres n'est pas là non plus. Donc, souvent, on se retrouve avec des situations où le traitement d'eau au final ne correspond pas à ce qui devrait vraiment être réellement. Au niveau des analyses bactériologiques, l'analyse bactériologique, c'est pour savoir si l'eau est potable, que vous êtes dans l'obligation de faire lors d'une transaction. Cette analyse-là, de toute façon, c'est une loi au Québec de la faire par un laboratoire accrédité. Donc, on ne peut même pas dire, parce que j'ai vu sur Amazon des kits qui se commandent, c'est pas légal au Québec de faire ça, puis on pourrait avoir des poursuites si quelqu'un, évidemment, prendrait une analyse comme ça. Je vous dirais qu'en temps normal, tout le monde utilise des analyses faites en laboratoire accrédité. Et ces analyses-là vont nous donner 4 paramètres au niveau bactériologique qui vont nous laisser savoir si l'eau, elle est potable, donc consommable ou pas. Okay? Donc, cette analyse-là est très importante. C'est elles qui vont vous obliger dans la transaction. Mais on a aussi d'autres analyses qui ne sont pas nécessairement obligatoires, mais qui sont fortement recommandées de faire pour éviter les surprises. Donc, si on parle d'une analyse physico-chimique esthétique, ou physico-chimique santé, sont 2 types d'analyses dans lesquelles on va retrouver une douzaine de paramètres chaque. Dans une des analyses, on va retrouver des paramètres plutôt d'ordre esthétique, dont le fer, manganèse, tannin, alcalinité, pH, tout ce qui peut plutôt affecter au niveau de la maison, mais moins peut-être au niveau de la santé. Okay? Mais par contre, on se retrouvait avec des cas relativement lourds de paramètres physico-chimiques esthétiques qui ont créé des gros problèmes. J'en ai un justement ce matin d'une dame qui vient d'acheter de Saint-Sauveur d'ailleurs, qui vient d'acheter une maison dans laquelle se retrouvent des paramètres astronomiques de fer, de dureté. Et là, pourtant, elle n'était pas informée de ça, personne n'en a informé avant, se demande si elle a un recours, si elle n'a pas de recours, c'est une question qui est assez complexe. Donc, c'est assez important de le faire d'avance parce que ça peut éviter tous les problèmes par la suite, ce type de problème-là. On a l'analyse physico-chimique santé, qui est moins populaire, je vous dirais, mais qui est quand même assez importante. L'analyse physico-chimique santé sont une douzaine de paramètres au niveau, comme ça le dit dans le mot, santé. Donc, ce sont généralement des métaux lourds qui vont donner des maladies à long terme. Okay? Donc, si on parle d'arsenic, barium, candium, chrome, sélénium, plomb, c'est pas quelque chose qu'on va voir dans l'eau, c'est pas quelque chose qui va laisser des traces dans l'eau, mais c'est quelque chose que si je bois de l'eau à long terme, je peux me retrouver avec une maladie quelconque, un cancer ou quoi que ce soit, qui est prouvé par Santé Canada. Et il y a certains, je vous dirais que les cas sont relativement rares, surtout entre, je vous dirais, je vais dire entre Prévost et Saint-Jovite, ou Mont-Tremblant, mais à Mont-Tremblant, quand même beaucoup de cas. Et je vous dirais qu'au sud aussi, lorsqu'on parle de Saint-Colomban, Sainte-Sophie, tout ça, il y a beaucoup de cas. Par contre, il y a quand même des cas entre les 2 secteurs que je vous ai nommés, mais peut-être de façon plus rare. C'est quand même important, je vous dirais, de faire. Puis c'est une analyse qu'on va faire une fois dans la durée de vie du puits. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à tous les années, comme l'analyse bactériologique qui est recommandée selon le ministère du Développement durable, de la faire 2 fois par année suite à l'achat de la propriété. Les analyses d'eau au niveau physico-chimique santé,
et physico-chimiques esthétiques et bactériaux ont des façons d'être prises. Puis, honnêtement, techniquement, en fait, ça ne serait pas à l'agent d'immeuble de prendre l'analyse. Okay? Si on part de là, au Québec, ça prend une certification pour être capable de prendre une analyse. Je sais que ce n'est pas ce qui est couramment fait. Les gens prennent des analyses. Les propriétaires peuvent prendre leurs propres analyses, mais quelqu'un qui est un professionnel, techniquement, doit avoir la certification qu'on appelle OCAR pour faire l'échantillonnage. Cette certification-là prend, je pense, c'est 3 jours de cours. Donc, quelqu'un qui dirait, moi, je veux vraiment être by the book pour aller chercher cette certification-là au ministère mais à la suite de ça, prendre ses analyses lui-même. Je sais que ce n'est pas quelque chose, comme je vous disais, qui est couramment fait, mais tout de moins, ça serait important de savoir si vous conseillez votre client de la prendre lui-même, de prendre l'échantillonnage lui-même, de savoir comment la prendre. C'est important lorsqu'on prend une analyse d'eau de toujours passer par la cuisine, okay? Surtout au niveau bactériologique. On veut passer par la cuisine parce qu'on n'a pas de contaminants autres qui pourraient être fécales, comme dans une salle de bain, exemple, qui pourrait facilement avoir des contaminants fécals qu'on ne veut pas avoir, des contaminants fécaux, je m'excuse, qu'on ne veut pas avoir dans une analyse bactériologique, évidemment, parce que c'est vraiment c'est un de trop. Les analyses, en fait, une fois qu'on la prend dans le lavabo de cuisine, bien, on va dans le lavabo de cuisine, on enlève les filtres au bout des lavabos, on désinfecte comme il faut le bout du lavabo, on lave nos mains comme il faut, on prend la bouteille, on l'ouvre à la dernière minute, on ne dépose pas le bouchon sur le comptoir, okay? On le tient dans nos mains, on remplit la bouteille jusqu'à la limite. C'est important, il y a un produit à l'intérieur qu'on appelle un sulfate de sodium qui est un inhibiteur s'il y a une goutte de chlore qui tombe dans la bouteille. Okay? De ne pas rincer la bouteille. Donc, des fois, c'est une poudre, des fois, c'est une pilule, des fois, c'est un liquide. C'est important de ne pas rincer jamais la bouteille. On laisse couler l'eau 5 minutes. On baisse le flot d'eau un peu. On prend la bouteille, on la remplit jusqu'à la ligne et on referme la bouteille tout de suite. Vous avez 24 heures pour l'amener à un dépôt de service. Et ensuite, nous, on a un autre 24 heures pour la remettre au laboratoire. Donc, ça donne suffisamment de temps. Et si on doit prendre 24 heures, il faut la garder au frais. Okay? Bien, idéalement, toujours la garder au frais autant que possible, pas la laisser sur, exemple, l'été, sur le dash de la voiture, exemple, ça ne serait pas bon. Donc, ça, c'est pour l'échantillonnage. Donc, c'est important de bien faire l'échantillonnage. Maintenant aussi, ça serait très recommandé de laisser le client aller l'apporter lui-même, de la prendre peut-être lui-même, mais surtout de le laisser, de ne pas vous aller l'apporter à un dépôt de service. Ça peut faire des conflits d'intérêts, puis des gens qui ne sont pas sûrs s'il y a une analyse qui sort non conforme ou conforme, puis après, suite à un mois plus tard, qui ont fait la transaction, ça sort non conforme. Est-ce que c'était mon agent d'immeuble? Est-ce que je lui fais confiance? Bon, donc, si c'est lui qui est allé l'apporter, je pense que ça règle pas mal la situation de savoir si ça a bien été la bonne bouteille qui a été envoyée au laboratoire. Donc, jusque-là, ça va, François? Tout le monde m'entend toujours? Moi, je ne vous entends pas. Excellent, Charles. Excellent. C'est bon. Très bien. Très, très bien. Vas-y. Parfait. Donc, ça, c'est l'importance des qualités d'eau. Puis, comme je vous disais tantôt, souvent, on peut se retrouver avec des qualités d'eau qui sont très médiocres, tant au niveau bactériologique. On peut retrouver des analyses d'eau qui sortent vraiment non conformes, c'est une chose, mais non potables. En plus, c'est qu'il y a des éléments fécals dans l'eau qui est encore, on pourrait dire que c'est encore pire. Okay? Donc, un élément fécal fait que l'analyse est automatiquement non conforme. Et là, on peut parler de champs d'épuration qui coulent dans un puits. On peut parler des fois d'animaux qui ont été attachés, exemple un chien attaché près d'un puits. Et ces éléments-là sont ce qu'on appelle pathogènes, donc sont porteurs de maladies. Et c'est pour ça qu'un élément pathogène dans l'eau, ça sort l'eau non conforme et non potable. Les qualités d'eau non potable vont se traiter. Okay? On peut parler que tout le monde entend parler aujourd'hui, c'est la filtration ultraviolet qui est probablement la plus populaire. Même s'il existe d'autres types de filtration au niveau potable, je vous dirais que l'ultraviolet maintenant est utilisé à 99,9% dû à le fait qu'on n'injecte pas de produits chimiques dans l'eau, on n'ajoute pas de molécules d'oxygène dans l'eau. Donc, je ne modifie pas la composante de l'eau. En fait, c'est une lumière qui va aller radier tout ce qui est vivant dans l'eau. Donc, cette lumière-là, lorsque l'eau va passer dans un cylindre, la lumière va aller, en fait, stériliser les micro-organismes, peu importe le type de micro-organisme, ce qui fait que le micro-organisme en soi ne sera plus capable de se reproduire. Ça va modifier son code génétique et il ne sera plus capable de se reproduire dans un corps chaud, donc nous ou un animal quelconque.
Pour passer dans un UV, je pense que tout le monde sait, c'est que ça prend une eau qui est excessivement claire. On a une eau qui a besoin de passer l'autre analyse qu'on parlait tantôt, qui est l'analyse physico-chimique esthétique. Si je ne passe pas les paramètres esthétiques, je dirais que ce n'est pas tous les paramètres esthétiques, mais la plupart des paramètres esthétiques, si on ne les passe pas, qu'on est hors norme, on ne peut pas simplement installer qu'un UV. On va devoir corriger le côté esthétique avant de rentrer dans l'appareil ultraviolet. Donc, si je me retrouve avec une dureté élevée, du fer dans l'eau, du manganèse, des tanins dans l'eau, je dois la corriger avant de rentrer dans le UV. Donc, je dois me retrouver avec une analyse ou une qualité d'eau, en fait, qui va respecter les normes du fabricant d'installation UV. Et c'est là que des fois, ça peut être un petit peu plus complexe parce que souvent, on arrive, les agents ou les clients arrivent avec des analyses d'eau à notre bureau, une analyse que bactériologique. Et lorsqu'ils reçoivent les résultats sont non conformes. Donc, on doit corriger le côté esthétique, mais on doit savoir c'est quoi le côté esthétique. Donc, on doit retourner une analyse qui prend beaucoup plus de temps à recevoir les résultats. On peut parler maintenant, avec toute la demande qu'il y a, pratiquement 2 semaines, des fois même voire plus, pour recevoir les résultats physico-chimiques esthétiques. Donc, tant que je n'ai pas les résultats, je ne peux pas spéculer sur la qualité d'eau et d'aller installer un traitement d'eau. Okay? Donc, des fois, ça va retarder souvent les ventes. Et c'est pour ça aussi que dans les délais que des fois d'inspection, juste une analyse qui maintenant prend 2 semaines à recevoir, si on met 2 semaines d'inspection, peut des fois nous engendrer quelques problèmes. Okay? Donc, c'est important des fois de donner un peu plus de temps pour que l'analyse physico-chimique soit reçue avant de passer, que l'offre soit acceptée. Ça a compliqué certaines situations où les gens, des fois, ne pensaient même pas mettre de traitement d'eau, qu'on se retrouve lors d'une vente et qu'on n'a pas juste un UV à mettre qui peut tourner autour de 2 000 je vous dirais aujourd'hui, mais qu'on peut se retrouver avec aussi un autre traitement d'eau à rajouter, que ce soit un adoucisseur, et des fois 2 autres et 3 autres traitements d'eau qui peuvent se retrouver avec une facture assez salée. C'est assez courant qu'on voit que c'est juste un UV, mais c'est aussi assez courant qu'on va voir qu'on se retrouve avec des appareils qui peuvent coûter entre 2 000 et 7 000 d'appareil. Donc, c'est important de le savoir avant que tout soit accepté. Comme je vous dis, la dame de ce matin que j'ai eue, qui a acheté la propriété, qui a fait seulement une analyse bactériologique et qui là réalise rentrer dans la maison qu'il y a une eau qui est complètement orange et qui doit s'installer un autre 7 000 de traitement d'eau, bien, ça crée des frustrations. Il y a des frustrations que souvent, ils vont vous rappeler, vous allez être probablement la première personne qui vont rappeler, puis de vous poser des questions, puis probablement de tenter de voir si les clients le savaient déjà, puis est-ce qu'ils vont se poser la question, est-ce que c'est un vice caché, est-ce que c'est quelque chose que je peux avoir un recours? Et cette question-là est difficilement répondable parce que ça joue beaucoup sur la déclaration du vendeur qui a été inscrite. Okay? Si c'est inscrit sur la déclaration du vendeur qu'il y avait un problème de qualité d'eau, et souvent, les déclarations de vendeurs ont déjà des questions préposées pour vous, à savoir s'il y a un problème de qualité d'eau. C'est souvent pas très explicatif la situation. Et des fois, la phrase inscrite est un peu en zone grise à dire oui, il y avait un problème de qualité ou pas. Donc, c'est important aussi dans la déclaration du vendeur d'être clair, de dire c'est quoi le problème. Ça peut éviter ça aussi un paquet de problèmes par la suite. Donc, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je voulais passer aussi à d'autres points. Donc, ça, c'est pour la qualité d'eau. Je ne sais pas si à la fin, vous voulez des questions à la fin, me poser des questions à la fin par rapport à la qualité d'eau. Mais je pense qu'on peut passer à un autre point qui est, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, qui est l'importance d'avoir une bonne quantité d'eau à l'achat d'une propriété, puis l'importance de faire ce qu'on appelle un test de débit d'eau. Okay? Le test de débit d'eau, c'est un peu une photo de la journée qu'on va le faire. Donc, un peu avant la vente, c'est comme si je prenais une photo du puits, puis avec cette photo-là, je suis capable de dire 2 éléments excessivement importants. La quantité d'eau de réserve avant de tomber à sec et la quantité d'eau qui rentre dans le puits, donc le flot qui rentre dans le puits. Et ces deux données-là sont excessivement importantes pour savoir si une habitation est fonctionnelle. Il y a un calcul qui a été émis par le ministère qui est encore disponible et c'est souvent le calcul qu'on va utiliser lorsque je vais comme témoin expert en cours ou même
avant de se rendre, parce que des fois, ça ne se rend pas souvent, en fait, ça ne se rend pas toujours en cours les situations, mais qu'on va se servir lorsqu'il y a des situations entre un client acheteur et un client vendeur. Il y a un calcul possible pour savoir si une habitation, la quantité d'eau est suffisante par rapport à l'habitation. Une habitation, ça se compte en nombre de chambres à coucher, comme on le sait déjà pour les systèmes septiques. C'est un peu le même principe pour l'eau. Okay? Donc, on va calculer 2 personnes par chambre à coucher. Donc, si j'ai 3 chambres à coucher, c'est une maison qui est faite pour habiter pour la vie de tous les jours, 6 personnes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un souper de 10 personnes puis de 15 personnes, mais en fait, de 24 heures sur 24, si je faisais de la location de style Airbnb, un 3 chambres à coucher est fait pour accueillir 6 personnes. Un 4 chambres à coucher, 8 personnes. Et on va calculer une quantité d'eau de 55 gallons d'eau par jour par personne. Donc, si je veux faire un calcul rapide, à savoir si ce qu'on appelle la quantité d'eau journalière est suffisante pour l'habitation, je vais faire 55 gallons d'eau par personne, multiplié par le nombre de chambres à coucher, multiplié par 2 personnes par chambre à coucher. Donc, une propriété de 3 chambres à coucher, 6 personnes que je peux accueillir, multiplié par 55, 330 gallons d'eau par jour qui serait nécessaire. C'est un minimum que le puits devrait fournir pour être capable de la rendre fonctionnelle. Okay? C'est sûr que ce sont des chiffres qui sont un peu, comment je pourrais dire, qui sont un peu comme ça, par écrit, mais qui sont quand même assez représentatifs de ce qui est nécessaire pour une habitation. Il peut y avoir d'autres variantes s'il y a un spa, une piscine, des trucs comme ça, mais en fait, dans ce calcul-là, on va calculer uniquement l'utilisation au niveau de l'hygiène, de l'alimentation. Donc, on ne calculera pas l'arrosage de gazon, les piscines, tout ça. Donc, c'est important de comprendre que c'est vraiment un minimum, vraiment un très, 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 très gros minimum pour être fonctionnel dans une habitation. Donc, c'est souvent le calcul, comme je vous dis, qu'on va apporter lorsqu'il y a une situation en cours, parce qu'au Québec, il n'y a pas d'autres calculs qui ont été faits. Il y a des gens qui ont dit à l'époque que c'est certaines choses comme les puits, que c'est 100 gallons d'eau par jour par personne, mais il n'y a vraiment jamais rien qui a été vraiment calculé sur papier, à part ce calcul-là qu'on a fini par trouver, puis qui a aidé grandement lorsqu'il y a des situations à trancher entre est-ce que c'est suffisant pour l'habitation ou non suffisant pour l'habitation. Dans ce calcul-là, il y a un autre calcul un peu plus complexe, ce qui va nous dire si la quantité d'eau qui rentre dans le puits versus la réserve est suffisante pour les alimentations de pointe qu'on va appeler. Exemple, le matin, il y a 2 alimentations de pointe qu'on va faire. Donc, c'est souvent le matin et à l'heure du souper où on a 2 pics dans lesquels on va aller chercher une consommation d'eau pas mal plus élevée. Donc, ces 2 pics-là, c'est important d'être capable de subvenir aux besoins, encore une fois, d'alimentation puis d'hygiène dans la maison. Et il y a un calcul qui, là, je n'aimerais pas le calcul parce qu'il est assez complexe, mais qui, lorsque je fais un test de pompage, on est capable d'établir rapidement si le puits est fonctionnel. Parce qu'un puits, c'est beau avoir une quantité d'eau qui est correcte. Si je n'ai pas de réserve, ça fonctionne en corrélation. Donc, si je n'ai pas de réserve, je ne serai pas en mesure d'utiliser l'eau confortablement. Donc, je vais utiliser le matin une certaine quantité d'eau, je vais manquer d'eau. Tout de suite après, elle va revenir, mais je vais toujours manquer d'eau si je n'ai pas de réserve. Vice-versa, si j'ai une grosse réserve, mais que je n'ai pas de quantité d'eau qui rentre dedans, bien, une fois que je vais avoir passé à travers la réserve, le puits ne sera pas capable de se remplir. Donc, ça ne sera pas plus fonctionnel dans un cas comme ça. Donc, c'est important de comprendre que la quantité d'eau qui rentre dans le puits versus la réserve, c'est un calcul qui va ensemble et que c'est important de respecter, sinon on va se retrouver avec une quantité d'eau insuffisante pour l'habitation. Les tests de débit d'eau qu'on fait, souvent, lorsqu'on arrivait chez les clients, on se fait un petit peu accueillir avec une brique et un fanal parce que les gens sont un peu fâchés. C'est comme si c'était une inspection. Les gens n'aiment pas nous voir. Des fois, ils ont l'impression qu'on va mettre des bâtons dans les roues dans la vente. Mais en fait, c'est quelque chose qui va les protéger, même eux. Okay? Même si ce n'est même pas eux qui payent, ça les protège eux, puis ça vous protège vous. Parce que une fois qu'on établit une quantité d'eau, je ne dis pas que ça vous déresponsabilise tout le monde à 100%, mais en bonne partie. Parce qu'une fois qu'on établit la quantité d'eau juste avant la vente, c'est dur de prouver qu'après ça, il n'y avait pas d'eau ou que les gens n'ont pas acheté en connaissance de cause. Okay? À moins, comme j'ai un cas particulier présentement à Sainte-Anne-des-Lacs, qu'on pourrait prouver que ça serait cyclique. Donc, il y a certains cas très, très rares qu'on a été capable de prouver que les manques d'eau étaient cycliques. Et donc, dans un temps, exemple, cette propriété-là, l'hiver, quand le sol gèle, c'est un puits qui est alimenté probablement plus par un réseau
de surface plus loin et manque d'eau en hiver. Mais le reste de l'année ne manque pas d'eau. Ou en plein été, le test de débit était fait au printemps, mais à chaque fois que la personne arrive au mois d'août, manque d'eau. Des fois, on est capable de prouver par certaines demandes qui ont été faites aux municipalités par rapport à des permis pour développer un puits, ou il y a d'autres façons de voir des fois qu'il y a déjà eu des manques d'eau dans le passé. Donc, c'est important aussi, c'est pour ça que c'est important de le déclarer si on a déjà eu des manques d'eau dans la déclaration du vendeur. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être cyclique? Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'année? Est-ce que c'est quelque chose qui a été réglé? Ça a été réglé, c'est bien de le mentionner. Je ne t'entends pas, François, je m'excuse. Il n'y a pas de problème, Charles. Continue, ça va très bien. bien. Tu me parlais, je te voyais parler. On va te revenir. OK. Donc, c'est ça. Donc, c'est important de le déclarer ça avec les manques d'eau. Et si les manques d'eau ont été réglés, c'est quand même important de le marquer qu'il y a eu un problème d'eau, mais qui a été réglé dans la déclaration du vendeur. Exemple, il y a eu un hydrofrac. Suite à l'hydrofrac, il n'y a plus eu de problème après. Donc, c'est important de le mentionner parce que des fois, ça peut éviter justement s'il y a des situations dans le futur, de dire, écoutez, moi, je l'avais réglé la situation. Peut-être que c'est revenu 4 ans après, mais lorsque je vous ai vendu la maison, même le test de débit le prouve, tout fonctionnait très bien. Donc, pour moi, faire un test de débit, c'est une façon de s'assurer à l'acheteur, évidemment, qu'il y a une quantité suffisante. Comme je vous dis, c'est une assurance qui n'est pas 100%, mais c'est une assurance qui est quand même, je vous dirais, très, très solide, qui est quand même quelque chose qui, à 98-99%, on n'a pas de problème. Mais il reste qu'il y a toujours un danger que dans une autre période de l'année, comme je vous disais tantôt, il se passe quelque chose, mais c'est plutôt rare. Donc, ça risque de déresponsabiliser aussi, comme je vous disais, le vendeur qui, lui, va vendre une propriété qu'on sait que la quantité d'eau était correcte et évidemment les agents d'immeuble dans la situation. Donc, ça, c'est pour la quantité d'eau. Je pense qu'on fait un petit peu le tour, étant donné qu'on n'est quand même pas beaucoup de temps, pour la quantité d'eau. Moi, j'ai un aspect super important que je voulais vous parler qui était la réglementation. Je ne sais pas si François, on est prêt à aller là tout de suite. Oui, définitivement. Super. Donc, la réglementation, c'est une chose que je vous dirais, a vu le jour en 2002, lorsque la première réglementation est apparue. En passant, depuis 2002, le 15 juin 2002, tous les puits qui ont été faits à partir de là sont supposés être répertoriés dans ce qu'on appelle le SIH, la base de données géologiques du ministère. Donc, si la propriété a été bâtie après 2002, dû demander un permis, et techniquement, je dis bien techniquement parce que ça arrive qu'il y a eu des erreurs, devrait avoir un rapport de forage et ce rapport-là aurait dû être enregistré sur ce site-là, sur cette base de données-là, donc qui est le SIH. Le SIH a quand même beaucoup d'informations par rapport des fois à une propriété ou un terrain qu'on veut acheter aussi qui ne serait pas bâti, mais je vois les maisons alentour. Donc, moi, en tant que foreur, lorsque je vais, puis c'est quand même pas compliqué à aller sur cette base-là une fois qu'on le sait, lorsque je vais faire un puits, je vais aller consulter cette base de données-là et aller vérifier c'est quoi les puits alentours. Est-ce que je me retrouve dans une zone problématique? Pour l'achat d'un terrain, ça peut quand même être un outil pratique pour vous, pour vos clients. Je dis souvent aux agents et aux gens, gênez-vous pas de m'appeler, ça ne coûte rien. Je prends l'information, ça me prend 2 secondes à aller vérifier. Je prends l'information, je vous dis qu'est-ce qu'il y en a dans ce coin-là. Et des fois, il y a beaucoup de données, des fois, il n'y a pas de données. Mais quand il y a des données, c'est quelque chose de quand même très intéressant. Quand je parlais de réglementation qui est sortie en 2002, la réglementation elle a été modifiée en 2015. Okay? Cette réglementation-là, depuis 2015, je pourrais augmenter le taux de problème lors de vente de maisons dû au règlement qui a été modifié. Parce que maintenant, on a des distances un peu plus serrées, je vous dirais, au niveau entre les champs d'épuration et les puits. Et les puits, souvent, se doivent d'être cimentés lorsqu'on n'a pas les distances entre un champ d'épuration. Moindrement qu'on va faire une modification substantielle à un puits ou à une installation septique, on se doit de le remettre selon les nouvelles normes. Donc, si je change une fosse, si j'approfondis un puits, si je fais un hydrofrac sur un puits, techniquement, je dis bien techniquement parce que ce n'est pas toujours respecté, mais techniquement, le puits doit être remis selon les nouvelles normes. Donc, ça peut être complexe lorsqu'on a un puits qui n'est pas cimenté, que je dois changer un champ d'épuration de place et que je dois le rapprocher. Maintenant, la seule position possible est à moins de 100 pieds d'un champ d'épuration. On peut se retrouver avec un gros problème sur les épaules parce que cimenter un puits existant, donc faire un scellement sur un puits existant, ce qu'on entend souvent parler, c'est pas toujours faisable. Je vous dirais que c'est même faisable dans peut-être 15% des cas et ça me prend les données du puits. Donc, si le puits était fait en 1965,
souvent, les gens n'ont pas les données. On peut aller tester, passer ce qu'on appelle un logger dans le puits, tester, voir si ça semble être possible selon les profondeurs de tubage dans le sol et tout ça, mais il n'y a pas de garantie à ça. Donc, souvent, j'ai vu des situations dans lesquelles, je vais donner un exemple, un jeune couple a acheté une propriété avec un terrain relativement petit, mais tout était fonctionnel. La journée qu'ils ont appris 1 an et demi après la vente que le champ d'épuration commençait à faire défaut, bien, la facture n'était pas simplement un champ d'épuration. La facture, c'est un champ d'épuration, c'est un nouveau puits, c'est un accès pour le puits parce que la nouvelle implantation de puits ne fonctionne plus. C'est une obturation du puits existant parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Donc, on se retrouve des fois avec des factures qui peuvent monter à 40, 50, 60 000. Puis ça, en plus, on est dans une région problématique, une région où les puits sont excessivement profonds. On se retrouve avec des fois des puits qui peuvent, aujourd'hui, là, on va en reparler un petit peu après, mais au niveau des prix de puits, qui est un puits de 300 pieds maintenant tourne peut-être plus autour de 19 000. Quand on se retrouve en plus dans un puits profond qui coûte aujourd'hui 30 000, bien, rajouter 30 000, rajouter un champ d'épuration, rajouter un accès, pas long, on peut monter des factures excessivement élevées. Donc, c'est important des fois, probablement que ce couple-là, je prends un exemple qui était vraiment vrai, qui ont remis les clés à la banque, probablement que ce couple-là n'aurait jamais acheté cette propriété-là, pas avoir su que le champ d'épuration aurait pu faire défaut, avoir su qu'en faisant défaut, on doit remplacer pas juste le champ d'épuration, on doit remplacer le puits, qu'on doit faire un nouvel accès et tout ça. Donc, ils n'auraient probablement jamais acheté cette propriété-là, se retourner vers un autre type de propriété qui aurait peut-être été plus dans leur corde. Et des fois, ça peut peut-être aussi réduire le prix. Ça peut être des points de négociation par rapport aux installations, à l'âge des installations, mais surtout, l'important, c'est de vérifier qu'est-ce que je peux faire si les installations nous lâchent. Okay? Donc, pour moi, ça, c'est un point important que je vous conseille de commencer. Il y en a sûrement qui le font déjà, mais à évaluer lors de l'achat d'une propriété. C'est sûr que lorsqu'on a un très, très, très grand terrain, avec beaucoup de distance, avec des endroits relativement plats, généralement, c'est moins un problème, mais ce n'est pas toujours le cas. On voit souvent des petits cadastres. Là, je peux donner un exemple encore à Sainte-Anne-des-Lacs. Quand on arrive dans le village en avant du camp des loisirs de Sainte-Anne-des-Lacs, exemple, c'est un exemple que je prends au hasard comme ça, c'est des très, 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 très petits terrains. La journée qu'on doit faire quelque chose, soit que ça coûte une fortune, ou soit qu'on tombe en fosse scellée. Évidemment, comme vous savez, personne, surtout pas pour une résidence principale, veut tomber dans une fosse scellée, complètement scellée. Une fosse scellée évidemment, c'est moins mon domaine, mais je le vois parce que c'est en corrélation avec les puits. Va demander des vidanges périodiques, coûte excessivement cher, dévalorise une maison, personne ne veut en acheter autant que possible. Donc, des fois, c'est semi-scellé avec un champ d'épuration juste pour les eaux grises, des fois, c'est complètement scellé, mais en gros, les gens essaient de s'éloigner de ça autant que possible. Donc, on ne veut pas se retrouver dans une situation comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous conseille toujours de regarder si les distances entre un puits et le champ d'épuration, évidemment, sont déjà correctes. Mais si j'avais installé un autre puits, est-ce que je peux avoir ces distances-là? Les distances, évidemment, je vais juste les répéter, vous les savez sûrement déjà, entre un champ d'épuration et un puits standard, c'est 100 pieds, okay? 30 mètres. Entre un puits et une fosse septique normale, c'est 15 mètres, c'est 50 pieds. Okay? On peut rapprocher un puits d'un champ d'épuration de 15 mètres aussi, 50 pieds, avec une cimentation. Et aujourd'hui, cette cimentation-là doit être supervisée par un technologue. Quand on dit supervisé par un technologue, c'est un technologue qui se présente la journée qu'on fait les travaux ou par vidéoconférence et qui va approuver que la cimentation a été faite selon les nouvelles normes. On parlait de frais de plus tantôt, c'est toujours des frais de plus. Le technologue est un frais de plus. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les factures peuvent monter rapidement aussi. Donc, par contre, ça a sauvé beaucoup de terrain. Je vous dirais que bien des gens qui étaient pris dans une situation où ils tomberaient en fosse scellée ont pu rapprocher le puits à 50 pieds d'un champ d'épuration jusqu'à concurrence de 50 pieds avec cette cimentation-là supervisée par un technologue. Donc, c'est vraiment important pour moi parce que je vois beaucoup aujourd'hui les cas de gens qui rentrent à notre bureau un petit peu en panique ou qui n'ont plus de solution possible et que là, les technologues vont leur proposer des fosses scellées ou des systèmes on doit changer le puits, donc des systèmes qui vont coûter souvent, comme je disais tantôt, des prix assez élevés.
Je pense que pour la réglementation de base, là, vraiment, c'est de base, mais évidemment, si vous retenez ces chiffres-là, tant qu'à moi, je pense que vous êtes déjà bien parti. On parlait de prix tantôt. Évidemment, dans les deux dernières années, je pourrais dire, il y a eu une grosse majoration. Puis dans les puits, même 2 ans auparavant, ça commençait déjà à avoir une certaine majoration. Donc, on a eu depuis 4 ans une augmentation assez importante. Je ne dis pas juste moi, là, je parle de tous les foreurs alentour parce que je vois les prix alentour. Puis on pouvait parler d'un prix à l'époque, je vous dirais, de même pas 2-3 ans. On pouvait parler d'un puits de 300 pieds moyen dans les Laurentides, parce qu'évidemment, dans les Laurentides, on a une moyenne de profondeur un petit peu plus élevée qu'ailleurs au Québec. On pouvait parler de prix qui pouvait tourner autour de 8 à 11 000 pour un puits de 300 pieds, ce qui était très bas quand même pour l'époque. On savait que dans notre domaine, on devait augmenter les prix parce qu'il y a plusieurs entreprises qui avaient beaucoup de difficultés. Ce qui avait été commencé à faire, donc dans 4 ans, les prix avaient commencé à augmenter un petit peu, mais avec la COVID, évidemment, je trouve que la COVID a le dos large, mais c'est ça qui est arrivé. Il y a eu beaucoup d'augmentation au niveau du fuel, au niveau des matériaux, au niveau il a fallu augmenter la masse salariale, donc il y a eu beaucoup de choses. Donc, un puits aujourd'hui de 300 pieds, bien, peut facilement, je vous dirais, là, je vais à large parce que ça dépend des prix, ça dépend des installations, de ce qui est émis, mais on peut parler facilement de prix qui peuvent jouer entre du 15 à 21 000 dépendamment de ce qu'on prend comme type d'installation. Donc, on a une augmentation qui est quand même très importante. Donc, on est probablement un des corps de métier qui a eu une des plus grandes inflations, je pourrais dire aussi. Donc, c'est important à calculer tant pour une construction neuve, l'achat d'un nouveau terrain. Les gens sont souvent surpris des nouveaux prix. Et d'où l'importance aussi de vérifier, comme je disais tantôt, les puits environnants lorsqu'on achète un terrain. Parce qu'on a vu des situations où le puits coûte 40 000 quand les gens, dans leur tête, ça en coûte 10 000. Il y a une méchante différence lorsqu'on se retrouve avec un puits qui est excessivement profond. Je pense avoir fait le tour de la base. Je ne sais pas, François, je ne regarde même pas le temps. Fait que je ne sais pas où je suis rendu un petit peu dans le temps ou quoi que ce soit. Tu as dépassé le temps, mais on te remercie. Charles, avant que je te remercie officiellement, je veux juste peut-être incorporer certaines notions de pratique de courtage immobilier avec tout ce que tu nous as dit très précieux. Le courtier immobilier qui rencontre un propriétaire-vendeur devrait adresser tous ces éléments-là avant de commercialiser la propriété. Il n'est pas question, puis actuellement, la majorité des courtiers, ils inscrivent la propriété, ils mettent la maison dans la vitrine, puis finalement, on découvre tout ça à minuit moins 3 avant de passer chez le notaire. Puis comme Charles dit, c'est des coûts extraordinaires ou dans certains cas, ils ont notarié, puis c'est après ça. Puis rappelez-vous que le prêteur hypothécaire, lui, il va vouloir avoir des confirmations de la qualité de l'eau, peut-être même vous allez aussi loin que la quantité. Vous avez entendu les coûts. Donc, en résumé, là, un professionnel Humania, un courtier immobilier professionnel doit toujours incorporer dans son contrat de courtage, une fois qu'il est signé, la clause préparation physique des lieux et autres délais, se prendre 20 jours, 30 jours s'il faut, avant de commercialiser, avant de mettre la maison dans la vitrine, pour qu'il puisse faire toutes les vérifications qui s'imposent, le faire de façon professionnelle, pour qu'on évite les cauchemars que Charles vient raconter. Hein? Et malheureusement, il y a beaucoup de courtiers qui ne travaillent pas de façon professionnelle. Démarquons-nous de cette façon-là de faire avec préparation physique des lieux et autres délais. Et là, ça nous donne le temps d'être capable de vérifier si cette propriété-là, elle est vendable ou non vendable, si on a des problèmes majeurs, si on a des augmentations de coûts de 50 000 $, au lieu que ce soit l'acheteur qui réalise ça 6 mois après avoir notarié. Pas besoin de vous débarrasser de votre chien. Charles vous a dit qu'il y a des solutions à ça, là, comme tel. Je regarde mes notes. Charles, je pense que tu réduis bien. Je vais juste regarder avec mon associé Christian s'il y a d'autres questions qui sont pertinentes. On va te soumettre rapidement. Les délais pour obtenir les résultats des tests. Oui, les délais pour obtenir les résultats. Puis ça me fait penser, en fin de semaine, quelqu'un m'a dit, on présente l'acheteur, puis le courtier du vendeur dit, bien, il n'y a pas de problème, on va mettre de l'eau de Javel là-dedans, puis 2 jours après, on prend le test, puis tout est parfait, puis tout ça. Charles, on t'écoute là-dessus. Oui, bien, il y a 2 choses que vous avez dit, là. Il y a une mauvaise pratique très courante que tu viens de nommer, de mettre de l'eau de Javel dans un puits avant.
Évidemment, on l'a déjà vu. Des fois, on l'a découvert parce que ça sent l'eau de Javel encore. Lorsqu'on fait une désinfection dans un puits, il y a un temps prescrit d'au moins 3 semaines après que ça ne sente plus l'eau de Javel avant de reprendre une analyse d'eau. Donc, si l'intention, des fois, c'est de dire, écoutez, c'est pas mauvais de faire une désinfection dans un puits, c'est même recommandé, mais c'est pas de la faire avant l'échantillonnage. Évidemment, ça fausse un test et c'est pas une bonne pratique. Ça, c'est une chose importante. Quand vous me parlez de délai aussi d'analyse, juste une petite parenthèse, il n'y a pas juste les délais d'analyse, mais les délais en ce moment, juste pour vous donner une idée, moi, pour un forage, je suis rendu en 2023. Donc, lorsqu'il y a des problèmes d'eau en ce moment, puis je ne suis pas tout seul, la plupart de mes compétiteurs et partners sont rendus en 2023 pour l'instant. Là, on est en train, de notre côté, d'acheter un nouvel équipement d'hydrofracturation pour en avoir un troisième en hydrofracturation, mais il reste que c'est des délais importants et que des fois, lorsqu'on a des situations, c'est bien de demander au client si c'est réglé, si sa quantité d'eau, s'il y avait un problème au passé, si c'est réglé, parce que si ce n'est pas réglé, qu'il vend la propriété comme ça, qu'il y a un acheteur qui l'achète pas d'eau, puis qui ne se retrouve pas d'eau, mais qui ne se retrouve pas de corps de métier capable de le régler, la situation, dans un temps raisonnable, puis tu es obligé d'aller à l'hôtel, tu es obligé de se trouver un autre endroit pour vivre parce que ça ne fonctionne pas pour l'instant, on va dire que la facture au bout de la ligne peut être salée. Okay? Donc, c'est pour ça une autre des raisons de s'assurer de la quantité d'eau avant, c'est d'éviter ce problème-là. Parce que souvent, j'ai des gens qui m'appellent en ce moment en panique. Je les mets sur une liste d'attente. Puis la seconde que j'ai un trou, s'ils ont un permis, si l'endroit est prêt, je peux m'en venir. Mais là, la liste d'attente, juste pour donner une idée, elle commence à être pas mal remplie pour l'année 2022. Donc, c'est un autre point que je tenais à vous mentionner. Charles, c'est tellement, tellement pertinent. Je te dis, là, puis je te lance pas de fleurs. Et mon Dieu, moi, pour être dans le métier, comme toi depuis longtemps, ça nous fait prendre conscience des responsabilités que le courtier a à l'égard des acheteurs et à l'égard des vendeurs, puis pour éviter de faire du travail pour rien. L'eau potable, c'est tellement précieux. Vous avez entendu Charles Boyer, qui est encore une fois du groupe Boyer, expert conseil. Charles, veux-tu tranquillement nous donner tes coordonnées pour 2025 ou 2024? Là? Mais veux-tu nous répéter les coordonnées? Cynthia va les publier aussi. Oui. Et j'ai juste une question rapide. Le délai de test de quantité d'eau, c'est généralement pas long. Okay? On peut parler de 3-4 jours en général, une semaine au maximum pour les délais de test de quantité d'eau. Mes coordonnées, bien évidemment, d'autres, c'est Boyer et Fils. On a un bureau à Piémont qui est le 724 principal à Piémont. On a aussi un bureau à Mont-Tremblant. Donc, des fois, les analyses d'eau, si vous ne voulez pas descendre jusqu'à Sainte-Agathe, on a un bureau à Mont-Tremblant dans lequel on va porter les analyses d'eau après chaque journée. Donc, qui est au 352 Magloire-Gosselin à Mont-Tremblant, dans l'enseignement dans Saint-Jovite, près du Vitro-Plus. Et numéro de téléphone, bien, il y a le numéro 1-800 qui est le 1-888-310-2302. Sinon, vous pouvez toujours me communiquer par mon cellulaire si vous voulez. Je peux vous laisser mon cellulaire, qui n'est pas le même cellulaire, François, que tu as. Donc, juste, je vais donner le bon cellulaire. Vas-y, Charles. Vas-y. Qui est le 514-863-1161. 514-863-1161. Si vous avez des questions, je n'y ouvre pas. Moi, ça me fait plaisir. On est une entreprise ça fait longtemps qu'on est dans le domaine, je pense que vous le savez, depuis 1947. Et on a toujours donné un bon service, toujours donné beaucoup d'informations. Donc, gênez-vous pas. Moi, j'aime mieux donner beaucoup d'informations. Donc, gênez-vous pas, c'est quoi que ce soit. Vous n'avez pas d'excuses. Charles, écoutez, y a-t-il un plus beau témoignage que d'offrir du bon service que de donner son numéro de cellulaire personnel? 514-863-1161. Charles, encore une fois, au nom de tout le monde, tellement, tellement pertinent. Merci, mon ami. Un gros merci d'avoir pris de ton précieux temps. Cette intervention-là va sûrement être très bénéfique pour toi et pour tout le monde ici, pour nos clients aussi à ce niveau-là. Super. Donc, merci beaucoup. Merci. C'est bon. Je termine la réunion en vous disant que la prochaine réunion qu'on a avec un conférencier vedette aussi, ce n'est pas lundi, le 17 avril, mais le 17 avril, c'est lundi de Pâques. On va faire la réunion le 18 avril. Bloquez ça dans votre agenda. Mardi 18 avril à 10h avec un autre intéressant conférencier. Oui, il est 10h44, on a dépassé le temps, mais je pense que ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Donc, merci à vous tous. On se revoit mardi 18 avril
à 10 heures. Et entre-temps, ben, Cynthia a enregistré tout ça. Elle va le mettre sur le site, sur le portail de Royal Lepage Humania, ton intranet dans la documentation. Vous avez tout l'enregistrement complet. Merci, à bientôt.